Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de la plateforme Viva Technologies. Je suis Olivier Dauvert, directeur du think tank agroalimentaire Les Échos depuis son origine il y a 7 ans. Aujourd'hui, à mes côtés, David Cujas. Bonjour David, qui est directeur agro du cabinet Accenture, du grand cabinet Accenture, devrais-je dire, et Jérôme François, le directeur général de Numalim. Alors Numalim, on va vous en parler parce qu'on est en plein dans le sujet de la data, de la filière agroalimentaire. C'est une société coopérative d'intérêt collectif. On n'en dit pas plus pour démarrer. Le thème des 15 minutes que nous allons passer ensemble, c'est en quoi la donnée, la data, peut-elle être un élément de valeur au service de la filière alimentaire, alors que ça soit pour parler de sécurité sanitaire, de traçabilité, de valeur sociale peut-être. En tous les cas, la question est comment et pourquoi faut-il faire de la data un sujet de valeur pour la filière agroalimentaire? La première question, logiquement, c'est pourquoi c'est un vrai enjeu, David Cujas, si on plante le décor. La data, tout le monde sait que c'est très important, mais dans le secteur agroalimentaire. Alors, je pense, merci Olivier, je pense que c'est en effet un enjeu majeur parce que on se rappelle quand même que l'objectif de la filière, c'est de nourrir à horizon 2050 10 milliards d'individus sur Terre de manière durable et de manière saine. Et donc, en effet, la question des enjeux autour de la filière, nous, on aime bien les résumer autour de 4. Des enjeux de performance, des enjeux de rémunération, des enjeux réglementaires et bien entendu des enjeux sociétaux. Mais en quoi ça apporte d'avoir une plus grande utilisation de la donnée? Parce que pour le coup, ces enjeux-là, on peut considérer qu'ils étaient les mêmes il y a 30 ou 40 ans, quand on était à faire du calcul avec un boulier, j'allais dire. Mais la data explose et la data est partout. Et donc, au niveau de la performance, pour l'agriculteur, elle est un des leviers majeurs de l'amélioration de sa performance. On parle de l'agriculture de précision, de l'agriculture de précision, bien entendu. On parle de l'optimisation des rendements. On parle de la capacité aussi, on le reverra un petit peu plus tard, à gérer de manière intelligente l'ensemble des intrants qui sont utilisés dans le cadre de la production. En gros, l'agriculture de précision, pour ceux qui nous suivent, ça consiste quasiment à dire dans telle partie de ma parcelle, je peux apporter telle quantité d'engrais par rapport à telle autre partie de la même parcelle. C'est-à-dire, on est quasiment au millimètre, j'allais dire. Non, évidemment pas. Mais on individualise beaucoup plus ce qu'on apporte à la terre pour qu'elle produise, ou aux animaux pour que chacun ait peut-être une ration alimentaire différente. Et absolument adéquate, spécialisée. Et ça, c'est également rendu possible par le fait, aujourd'hui, de la multiplication des capteurs et par l'avènement de la technologie qui va permettre, en effet, d'aller collecter cette donnée et la transformer en un outil d'aide à la décision pour l'agriculteur. Donc ça, c'est l'agriculture de précision. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre sur le reste de la chaîne? Alors, il y a un élément qui est important. Je disais un élément de rémunération. Et cet élément de rémunération, on le voit bien aujourd'hui dans le domaine du B2C. La data est un élément qui se valorise et qui vaut énormément. Dans le cadre aujourd'hui de la Ferme France et de la revalorisation aussi du métier de l'agriculteur, le fait de pouvoir échanger de la valeur contre de la donnée, c'est évidemment un sujet intéressant. Et il y a une statistique qu'il faut soulever, c'est que sur le foncier aux États-Unis, le foncier se vend agricole, se vend 20% plus cher s'il est accompagné des données finalement qui de l'historique des données des parcelles qui constituent le foncier. Donc là, on voit bien que il y a une réalité tangible sur cet aspect-là. Est-ce qu'on peut imaginer aussi, sur des sujets pour remonter la chaîne très, très lentement jusqu'au consommateur, que finalement, le produit fini, il embarque tout simplement toute la donnée de tous les composants Absolument. de la recette? Et ça, j'allais dire, c'est en effet le 4e aspect, là, qui est l'appel sociétal autour de la donnée, avec ce besoin de confiance absolue que les consommateurs veulent avoir aujourd'hui dans les produits qu'ils consomment. Et cette confiance, ils vont l'avoir grâce à la transparence qui est assurée par la traçabilité de l'ensemble des données qui constituent aujourd'hui le produit transformé ou non transformé qu'ils viennent consommer. Et est-ce qu'alors, en tout bout de chaîne, on ne peut pas imaginer qu'on donne physiquement accès aux consommateurs à l'ensemble de ces données par ce fameux smartphone qu'on a tous dans les mains? C'est-à-dire, en gros, que le produit, il embarque toute la data et le consommateur y a accès. C'est ça le but ultime? C'est probablement un des buts ultimes. Alors aujourd'hui, il le fait, j'allais dire, de manière agrégée au travers de la multitude des scores qui peuvent exister à droite et à gauche. Et donc la capacité derrière à aller creuser un cran plus loin pour offrir, encore une fois, une confiance accrue
par le consommateur dans la transparence qu'on va donner complète. Et on peut même imaginer peut-être que le consommateur fasse presque son propre algorithme d'agrégation de la data pour dire moi ce qui m'intéresse le plus c'est tel sujet, c'est l'origine ou c'est le social, c'est-à-dire est-ce que ça a été fait par des employés bien payés, mal payés, que sais-je encore, ou c'est la qualité de la recette et la qualité des ingrédients. Et donc on va avoir une espèce de piano, on va pousser nos curseurs et vous et moi David on aura peut-être 2 indices différents pourtant sur le même produit. C'est ça le but ultime. C'est possible, et j'allais dire que l'industrie du cosmétique, par exemple, a déjà commencé à donner ce pouvoir au consommateur d'aller choisir et fabriquer à façon, j'allais dire, un produit qu'il va utiliser. On peut imaginer demain qu'avec la donnée, il faudra adapter l'outil industriel, évidemment, pour pouvoir répondre aux enjeux de production, j'allais dire, à l'échelle, mais pour autant de manière ultra personnalisée. Mais ça peut être, oui, en effet, un but ultime, absolument. Jérôme François, vous avez, avant de diriger Numalim, eu un parcours dans l'industrie, en l'occurrence Nestlé, c'est pas un secret. Qu'est-ce qu'on peut rajouter à cet intérêt qu'il y a à contrôler, à maîtriser la data avant qu'on rentre dans un instant sur le sujet Numalim ? En effet, comme David l'a dit, il y a un besoin d'informations qui devrait combler le déficit de confiance, le fameux food bashing. Sûrement que la data, le scoring, va venir remédier à ce problème de confiance qui est dû au fait que le consommateur a l'impression qu'on lui cache des choses, qu'il n'a pas une information. Donc on va recréer une proximité qui pouvait exister dans des circuits courts où le produit était produit à quelques centaines de mètres. La data va redonner cette capacité de diagnostiquer, de passer au scanner le produit. Donc David parlait d'agriculture de précision, il y a certainement une information de précision et j'abonde dans le fait que cette information va être de plus en plus personnalisée. Quelqu'un qui est diabétique ou hypertendu doit avoir une lecture d'une composition nutritionnelle qui soit différente. À vous écouter, alors probablement que tout le monde sait que l'appli la plus utilisée en matière alimentaire s'appelle Yuka. À vous écouter, Yuka, c'est même presque de la préhistoire parce que demain, on aura un score Yuka différent suivant nos propres attentes, même si on parle du même produit, parce que c'est ça que va permettre l'ultra-personnalisation, la précision absolue de la donnée. C'est ça, en fait. En fait, je pense que l'ultra-personnalisation, elle repose sur le produit lui-même et celui qui va le consommer. Oui. Aujourd'hui, ce que donne Yuka, c'est la vue du produit. La question demain de pouvoir embarquer dans le même outil technologique le mariage de ce qui va constituer presque le génome en fait, de ce produit et de moi, quasiment les 2 brins de l'ADN, un brin produit, un brin individu, qui permettra à ce moment-là cette hyper-personnalisation. Alors sur ce sujet, on a une démarche qui arrive des États-Unis qui s'appelle Init, de scoring personnalisé. Alors en gros, pour faire très simple, c'est le Yuka personnalisé. Il y a 2 distributeurs français, Carrefour et Intermarché, qui le poussent. On est déjà un cran après ce scoring universel. On commence à aller vers le scoring individualisé. On ouvre le sujet Numalim parce que on a évoqué le pourquoi il faut utiliser la data, pourquoi ça peut permettre de recréer de la confiance, parce qu'on le voit bien que le consommateur doute de ce qu'il a dans son assiette. Numalim est né de ce déficit de transparence et peut-être même de culture de transparence dans la filière. Parce que Dieu sait que les industriels, ils ont envie de tout, sauf de donner leur data. Et vous dites, on va tout mettre dans un pot commun. Je fais court, mais c'est ça. Il faut structurer dans la donnée, il n'y a pas d'autre solution que de le faire de façon standardisée, ensemble, compatible. Donc là, on vient de parler d'utilisations qui sont très excitantes, mais il y a un goulot d'étranglement qui est la disponibilité de la donnée. On a envie de mesurer l'impact carbone, on a envie d'avoir un éco-score. Aujourd'hui, il n'y a pas la donnée brute qu'après les algorithmes vont traduire en score, mais il manque cette donnée brute. Donc en effet, après les états de l'alimentation, la filière s'est dit il faut qu'on gère de façon digitale. On n'est plus au moment où on va avoir des emballages remplis de plein de labels. Il y en a déjà beaucoup. Il faut une information qui va largement dépasser ce qui rentre physiquement sur une étiquette. Donc Numalim a été imaginé, c'est une structure originale, c'est une société, comme tu l'as dit, coopérative de données en fait. Et dans les différents partenaires, le premier collège, celui qui a le plus de poids dans notre gouvernance, ce sont les associations consommateurs. L'UFC Que Choisir, CLCV. Après, on a tous les maillons de la chaîne, l'amont agricole. Donc, alors, ça, c'est une SKIC, pour être précis, mais est-ce que tout le monde est obligé d'adhérer, ou alors c'est sur la base du volontariat? Est-ce que tous les industriels doivent donner leur data à Numalim? Est-ce que c'est public ou parapublic? Vous voyez, Non, c'est pas obligatoire. On va créer cette conscience, cette acculturation aux enjeux, cette envie. De toute façon, la pénalité pour un industriel qui ne donnerait pas ces données, c'est que ces données vont quand même circuler. Un Open Food Facts avec des citoyens qui font ce qu'ils peuvent pour essayer de mettre à jour des produits, mais qui est très compliqué pour un demi-million de produits. Donc, si un industriel qui dirait « je garde mes données pour moi »,
c'est juste pas faisable parce que sa donnée, et avec plein d'erreurs, va circuler. Qu'est-ce qu'on peut prendre comme exemple, comme type de données qu'un industriel doit mettre dans ce réservoir commun? Je schématise peut-être un peu, mais Numalim, c'est un grand réservoir, un référentiel, soyons un peu plus pro. Effectivement, c'est quand même Vivatech. Qu'est-ce qu'on va donner comme data? Alors, on va commencer par les informations dites INCO, informations consommateurs. Elles ont l'avantage d'être réglementaires, et c'est la digitalisation. Donc, la nutrition... La composition, la liste d'ingrédients, l'origine, le tableau nutritionnel. D'accord. En effet, donc c'est la digitalisation du produit physique, c'est le double numérique. Très bien. Et ça, c'est pas facile. Ça pourrait sembler évident d'avoir l'équivalent digital des informations présentes sur les emballages. Déjà, là, il y a un challenge de fiabilité. Mais rapidement, on va rajouter des attributs supplémentaires pour des éléments d'information qui intéressent le consommateur. Comme quoi? L'impact carbone, le plus tôt possible, le type d'agriculture, est-ce que c'est de l'agroécologie, de l'agroforesterie, le bien-être animal, l'origine de façon un peu plus précise que le Made in France. Donc il y a toute une liste d'attributs, et cette coopérative Numalim de données aura le but de créer le consensus sur dans quel ordre on va tout stocker de façon cohérente ces données. Pour que ça fonctionne, et c'est souvent le cas d'ailleurs sur le grand marché de la donnée, c'est qu'il faut qu'il y ait un standard. Pour qu'il y ait un standard, il faut souvent qu'il y ait qu'un acteur, un centralisateur. Comment on se prémunit d'être le seul à le faire pour éviter que vous vous tiriez la bourre avec quelqu'un qui aurait la même idée en même temps et qui pourrait tenter d'imposer un deuxième standard? Alors, la gouvernance qu'on a constituée, j'ai commencé les collèges, il y a les distributeurs, il y a jamais start-up, parce que finalement, moi je suis salarié d'une start-up, on est 5 salariés. Oui, mais avec du lourd derrière quand même. Mais jamais start-up n'a eu une gouvernance aussi lourde. Oui. On a 40 sociétaires, un comité stratégique, un comité d'éthique, un comité scientifique. Mais à la fois, c'est la force et c'est la réponse à la question. Si c'est vraiment la coopérative, si tous les acteurs disent c'est notre référentiel, c'est là que l'envie va être de le mettre et de le gérer. Il y a un risque de souveraineté. L'actualité des dernières semaines a montré que la data intéresse beaucoup de gens. Google, avec un accord avec Open Food Facts. Alchemix, belle entreprise française, rachetée par un acteur américain. Donc on voit qu'il y a un intérêt et que ces données ont de la valeur. Les ministres qui sont intervenus en ouverture il y a quelques semaines de notre Assemblée générale de Numalim nous ont dit qu'il fallait absolument qu'on continue à s'organiser nous-mêmes, que d'autres secteurs, on peut penser à l'hôtellerie ou la restauration, se sont fait accaparer les données, qu'un booking aurait pu être fait par les acteurs de l'hôtellerie. Et finalement, ils ne l'ont pas fait, parce que c'est très compliqué, je suis lié pour le savoir. Mais finalement, maintenant, ils ont perdu, parce qu'il y a quelqu'un qui les a désintermédiés. Donc il y a deux choses. Il y a le fait d'avoir la donnée pour la reproduire vers le consommateur, et le premier étage, la maîtrise quasiment souveraine de la donnée. Ça fait peut-être un peu patriote de le présenter comme ça, mais à demi-mot, c'est ce que vous dites. Oui, tout à fait. Est-ce que l'observateur que vous êtes de cette grande filière agri-agro trouve que c'est la bonne direction, en gros, celle de la mutualisation, puisque ça revient quand même à ça, pour pas qu'un tiers extérieur, privé, peut-être même étranger, osons le vilain mot, le fasse? Ce sont des acteurs économiques entre eux qui l'ont mis sur pied. Est-ce que c'est le bon chemin? C'est probablement le bon chemin dans un contexte où la nécessaire interopérabilité, j'allais dire des données, au travers de la multiplicité des acteurs, au travers de la multiplicité en amont des capteurs qui vont participer à les rattraper, crée évidemment des enjeux très forts où il faut à la fois arriver, comme vous le soulignez, à maintenir, j'allais dire, cette cohérence en vue de cette souveraineté dans un contexte de compétition internationale débridée, si je puis dire, et de l'autre, cet écosystème complet avec lequel il faut quand même interagir et de manière assez bidirectionnelle. Donc c'est probablement une excellente initiative avec cette deuxième enjeu d'arriver quand même à maintenir des niveaux d'ouverture pour pouvoir accéder aux données et les récupérer. Les données vont être open. En fait, ce que je n'ai pas précisé, c'est que ces données, on ne va pas les commercialiser. Donc, on va les structurer, on va les fiabiliser, on va nettoyer dans la piscine de données, mais pour qu'elles puissent après irriguer les applications. Donc, le business model est ailleurs. Il nous reste quelques dizaines de secondes. Vous en êtes où dans l'histoire de Numalim aujourd'hui? Est-ce que déjà, vous commencez à agréger de la donnée, à traiter de la donnée? Alors, il y a chez GS1 déjà une première brique qui va servir de base de départ. Donc, ce qu'on a commencé à faire, c'est d'autres types de données qui sont des données tierces. La valeur, c'est quand des données rencontrent d'autres données. On vient de parler des données produits qui sont essentielles. Il y a d'autres données de consommation, les évolutions, les tendances, les mouvements de consommation, les référentiels réglementaires. Donc, on a ouvert le hub de Numalim où sont mises en avant ces jeux de données tiers qui permettent d'avoir un croisement Mérieux NutriScience
va croiser son référentiel avec la liste d'ingrédients d'une PME pour donner à cette PME, pour vendre à cette PME une veille réglementaire ad hoc. En tous les cas, ce que je retiens, c'est que non seulement la data a une valeur, mais elle en a d'autant plus quand on la croise avec d'autres data, parce que j'ai l'impression que là-dessus, on ne parle pas d'addition, mais de multiplication quand on cherche à donner de la valeur à la data, et c'est notamment le cas sur la filière alimentaire. Merci David, merci Jérôme.